pause. Le compte à rebours est lancé. La bombe explosera dans exactement 3 minutes. Dès ce début de séquence, le spectateur est prévenu. Et quel meilleur moyen d'entretenir la pression du temps qui passe avant l'explosion que de filmer en continu jusqu'à la fin du compte à rebours. Ce plan ininterrompu qui dure d'un bout à l'autre de l'action, c'est le plan séquence. Ce nom, vous l'avez sûrement déjà entendu. Non, je ne crois pas, non. C'est devenu un élément de mode de la grammaire du cinéma. Regarder un film, c'est vivre l'émotion aux côtés des personnages. C'est une expérience sensorielle, de tension, d'émotion, qui a la capacité de nous immerger dans des contextes rêvés. En regardant un film, on peut vivre un rêve, ou bien un cauchemar. On peut voyager, ou se retrouver enfermé entre 4 murs, et tout cela bien installé dans un profond fauteuil rouge. À la manière du plongeur dans l'abîme, nous sommes soudain immergés dans les profondeurs de la narration. Si vous avez envie de comprendre ce qui se passe réellement à l'écran, de comprendre comment le cinéma vous fait ressentir, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le Focus, l'émission qui décrypte toutes les techniques du 7e art. Aujourd'hui, focalisons-nous sur le plan séquence. Pour comprendre le plan séquence, il faut déjà comprendre ce qui le compose. Le plan, c'est l'unité de mesure basique d'un film. Tout ce qui se passe entre le moment où la caméra enregistre et où elle coupe, c'est le plan. À chaque fois que l'image change d'angle, d'axe, de temporalité et de lieu, c'est que l'on change de plan. La séquence, c'est l'unité de mesure supérieure. C'est l'ensemble des plans qui composent une scène et qui forment une continuité de lieu, de temps et d'action. Donc, quand on change de lieu ou qu'on fait une ellipse, on change de séquence. Mais comme souvent, le cinéma manipule ses propres outils de mesure en jouant avec le temps et en altérant les règles du réel. Et dans certains cas, une séquence peut être composée d'un seul et unique plan. C'est ce qui nous immerge dans la réalité du film. C'est ça, le plan séquence. En fait, le plan séquence est par définition aussi vieux que le 7e art lui-même. Au début du cinéma, on filme l'action en un seul plan, fixe et continu, comme dans ce film des Frères Lumière. Ces premiers courts-métrages sont appelés des vues. D'une certaine manière, les plans séquences modernes sont un héritage du travail des premiers cinéastes. Même dans l'intention, ces vues avaient pour but de capturer des scènes du quotidien, au plus proche de la réalité. Mais c'est seulement plusieurs décennies plus tard que le plan que beaucoup considèrent comme le premier véritable plan séquence est filmé. Un plan séquence signifiant, et voulu comme tel par Friedrich Wilhelm Murnau, son réalisateur. À cette époque, la durée d'un plan est limitée par la technique. La longueur de la bobine fait qu'un plan ne peut pas durer plus d'un certain temps dans une même prise. Une durée trop courte pour créer une véritable immersion, mais les réalisateurs ne comptent pas se limiter à cette contrainte. Et alors que le plan séquence devient de plus en plus populaire parmi les metteurs en scène, certains trouvent des astuces particulièrement inventives pour les magnifier. En 1948, Alfred Hitchcock décide de tourner l'intégralité de son film, La Corde, en plan séquence. Pour arriver à ce résultat, il tourne en fait toute une série de plans séquences mis bout à bout en camouflant les coupes. Cette technique perdure jusqu'à nos jours puisqu'elle est encore utilisée par de nombreux réalisateurs. Ces films utilisent une technique bien antérieure à Hitchcock. Après l'âge des vues, les premiers réalisateurs s'intéressent au montage et ils rivalisent d'imagination pour camoufler les coupes de caméra. Cet art du montage leur permet de montrer de véritables tours de passe-passe à l'écran. Finalement, ce qui rend le plan séquence possible et aussi efficace est donc cette capacité à cacher la coupe, une technique déjà développée au début du XXe siècle. Mais revenons à notre histoire. Après Hitchcock, de nombreux cinéastes vont s'amuser à utiliser le plan séquence afin de mieux coller leur mise en scène aux personnages. Cet effet crée une immersion très forte chez le spectateur et nous rapproche du réel avec sa continuité ininterrompue. Avec l'arrivée du numérique, la contrainte de la longueur des bobines disparaît et la limite technique de la durée du plan n'est plus un problème.
Malgré cela, la mise en place d'un plan séquence représente un sacré nombre de problèmes potentiels à contourner. On ne doit pas avoir de technicien dans le champ, changer le décor si besoin est, et surtout chorégraphier à la perfection les mouvements du moindre figurant. Avec l'arrivée des nouvelles technologies en matière de caméra, de nombreux réalisateurs font du plan séquence une marque de fabrique. On peut citer Orson Welles qui place des plans séquences dans Macbeth, Othello et La soif du mal évoqués précédemment. À partir de la fin des années 60, le nouvel Hollywood bouscule les codes du cinéma classique et permet à un nombre croissant de cinéastes de tenter des choses plus ambitieuses. Mais c'est 12 ans plus tard que le plan séquence devient réellement accessible pour toutes les productions. Cette année-là, Garrett Brown invente le Steadicam. Cet outil incroyable permet de stabiliser la caméra dans tout type de situation et permet d'imaginer des plans fluides irréalisables jusque-là. C'est un peu comme les palmes du plongeur qui lui permettent d'outrepasser les limites de son propre corps. Le Steadicam est utilisé pour la première fois au cinéma dans le film Marathon Man de John Schlesinger en 1976. Mais c'est dans Bound for Glory, sorti la même année, que le tout premier plan séquence tourné au Steadicam voit le jour. 4 années plus tard, en 1980, c'est Stanley Kubrick qui décide d'utiliser le Steadicam pour un plan séquence incroyable de son Shining. C'est une séquence qui va profondément influencer l'histoire du cinéma. Si vous le voulez bien, on va s'attarder un peu sur cet extrait. Tony, I'm scared. Vous vous en doutez, l'utilisation du plan séquence joue un rôle majeur dans la force de la mise en scène. En étant proche du personnage, sans couper la caméra, la réalisation prend le point de vue de l'enfant. Et ce mouvement, doux en apparence, se révèle rapidement être terrifiant pour le spectateur. Le point de vue de la caméra est entièrement synchronisé avec les mouvements du personnage. Et grâce au Steadicam, la salle tout entière est accrochée juste derrière ce tricycle infernal. Plus que pour styliser le plan, cette idée novatrice de mise en scène est signifiante, c'est-à-dire qu'elle porte du sens. Tout comme l'enfant que nous suivons, chaque détour de couloir se fait de plus en plus terrifiant. Et la volonté de Stanley Kubrick de nous faire redouter chaque tournant en nous plongeant dans nos peurs d'enfance n'est possible que grâce à cet artifice. Après Shining, on va assister à une véritable flopée de plans séquences au Steadicam. Des introductions les plus folles, aux séquences les plus angoissantes. En passant par des scènes de bataille tonitruantes. To the boat! To the boat, son! Move! Move, move! Des plans séquences, en veux-tu, en voilà. Du Steadicam par-ci, du Steadicam par-là. Par tout type de réalisateur, pour toutes sortes d'émotions. Mais ce qui prédomine pour la plupart des plans séquences, c'est la volonté de placer le spectateur au cœur de l'action. La question de l'immersion, déjà primordiale depuis les balbutiements de la mise en scène, est au cœur de la conception de ces plans virtuoses. Mais l'immersion dans la séquence ne suffit pas en elle-même pour faire des plans séquences de véritables pierres angulaires du cinéma. Pour le comprendre, reprenons notre premier exemple. Pour rendre ce plan particulièrement long, assez intéressant pour être montré tel quel, une autre donnée a son importance, la scénographie. Dans cet extrait, la voiture avance de face, par là. Mais le cadre, ainsi que son mouvement, est coupé par des déplacements de voitures par là, ou de personnages par là. Ces multiples déplacements permettent de créer de la vie dans la séquence. Dans beaucoup de films, le plan séquence est aussi utilisé en introduction. Dans ce cas, il a valeur d'exposition, de narration par l'introduction des personnages. Dans Snake Eyes, la séquence d'introduction est un long plan séquence de 13 minutes. 13 minutes au cœur de l'intrigue. La suite du film ne sera qu'une série de flashbacks et de reconstitutions par différents points de vue de cette même séquence. Brian De Palma s'en sert donc pour exposer les personnages
et les différents éléments de sa trame narrative. En termes de mouvement, les plans séquences deviennent également de plus en plus ambitieux. Avec l'arrivée des effets numériques, l'évolution de la CGI et la qualité toujours plus poussée des VFX, certains plans séquences cassent littéralement la baraque et se permettent des points de vue physiquement impossibles. En 1977, la conception du motion control représente un nouveau pas de géant en termes de progrès technique et artistique. Ce procédé de contrôle à distance permet de placer la caméra sur un bras mécanique qui reproduit un mouvement informatique calibré par l'opérateur. Ainsi, on peut retourner la caméra, la faire vriller, la placer en plan zénital, au plus près du sol et au cœur de l'action. Grâce à toutes ces avancées, on arrive à créer des plans complètement dingues, avec des mouvements improbables et qui poussent toujours plus loin l'immersion du spectateur. Sans limite technologique, les cinéastes ne reculent désormais devant aucune excentricité. Et c'est ainsi que l'on peut assister à ça. Ça, ou encore ça. Comme on pouvait s'y attendre, certains cinéastes se sont essayés à l'exercice du plan séquence sur toute la longueur d'un long métrage. Certains en camouflant les coupes à la manière d'Hitchcock, et quelques rares autres en tournant leurs films en une seule prise continue. L'Arche russe, Victoria, Birdman ou plus récemment, 1917, les exemples de longs métrages en plan séquence unique sont désormais légion. On peut d'ailleurs s'amuser à rechercher toutes les coupes cachées, les figurants réutilisés ou les techniques pour fluidifier la mise en scène. Mais le principal, c'est que l'immersion fonctionne. De La Soif du mal à 1917, le plan séquence a donc marqué le cinéma, en servant tous les genres. Au départ, technique marginale, puis, grâce à l'évolution technique, mouvement prisé, marque de réalisation maîtrisée, il s'est imposé comme le mouvement populaire du cinéma moderne. Grâce au plan séquence, nous plongeons avec le cinéaste dans les méandres de son intellect. Nous ne sommes plus détachés de l'océan du 7e art, contraints de l'observer depuis un bateau. Nous ne regardons pas le film, nous le vivons.